On a vu des employés de Viry-Châtillon ce week-end, non pas en remote dans une ops room, mais bien en tribune pour protester et faire entendre leur voix quant au choix de la direction du groupe Renault de prendre un autre moteur pour 2026 que celui de Viry-Châtillon, donc de mettre un terme finalement aux activités F1 en France. Alors vous le savez, j'en ai déjà parlé sur les vidéos sur Alpine dernièrement, plusieurs fois. Le moteur est très loin d'être le plus gros problème dans l'écurie. Et perdre les activités F1 en France, c'est extrêmement grave. Il n'y a rien d'officiel encore, mais on en prend doucement le chemin et ça, perso, je trouve que c'est pas possible. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions au Grand Prix d'Italie 2024 de Formule 1. Je suppose qu'il y en a qui se remettent à peine de la soirée d'hier, à mon avis. Bon allez, on commence par cette première réaction et Kevin Magnussen qui a gagné un week-end de vacances puisqu'il vient d'écoper d'une course de suspension pour avoir marqué 12 points de pénalité sur sa super licence. Alors oui, en Formule 1, on marque des points, hein, on vous les enlève pas comme pour nous en France sur notre permis de conduire. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça qu'ils font. Bon alors la catastrophe arrive au tour 18. Magnussen tente de faire les freins à Pierre Gasly à l'intérieur en arrivant à la deuxième chicane sur la partie sale, donc pas beaucoup d'adhérence, voilà, donc ça bloque les roues, petit contact avec l'Alpine, les deux tirent tout droit et coupent la chicane, sans dégâts, et puis bon, ils reprennent leur course. Alors les commissaires sportifs ont simplement dit que Magnussen était effectivement suffisamment à hauteur au niveau du rétro de Pierre Gasly et qu'une voiture qui dépasse doit être maîtrisée pendant toute la manœuvre. 10 secondes de pénalité et 2 points sur la licence. Terminé, bonsoir. Alors, je trouve personnellement que la sanction est assez sévère pour le coup, sachant que on donne que 5 secondes de pénalité à Ricciardo qui pousse une voiture dans l'herbe, dans une zone de frein qui devient finalement un objet un peu lent sur la trajectoire que les autres pilotes doivent éviter dans un panache de fumée. Voilà, j'aurais eu tendance à dire que la manœuvre de Magnussen, elle vaut peut-être plutôt 5 secondes que 10. Bon, après, c'est de la course automobile, hein, les erreurs, ça arrive. Il n'a pas embouti non plus la voiture de Gasly, comme l'a fait Hülkenberg sur Tsunoda, par exemple. Donc bon, il y a plus grave, quoi. Alors, les 2 points qui lui sont ajoutés à sa licence, je trouve ça un petit peu dur aussi, mais ça montre aussi que Magnussen est trop agressif de manière générale et c'est aussi pour cela qu'on a ce système. On ne peut pas le nier, ça lui pendait au nez depuis un moment et je le disais sur le week-end précédent, Magnussen, il a fait des manœuvres un peu dangereuses. En revanche, le système n'est clairement pas parfait. Je me souviens d'un Pierre Gasly sur le point de se faire suspendre début 2023, je crois. Pourtant, il n'y a pas une conduite que j'appellerais agressive en général, donc bon. Et puis alors, si on devait appliquer ce système aux autres catégories, les catégories juniors ou les autres catégories de sport auto sur circuit, je vous assure qu'il y aurait du monde qui viendrait nous rejoindre sur le canapé pour regarder les courses le dimanche. Voilà, encore une fois, l'idée elle est bonne, mais son application est pas bonne. Voilà, comme d'habitude avec la FIA. Alors avec ces 10 secondes de pénalité, Magnussen tient quand même de justesse la P10, 2 dixièmes devant l'Aston Martin de Fernando Alonso qui chassait Alex Albon dans les tout derniers tours de course. Et donc il rapporte 1 point au terme d'une course absolument parfaite pour le coup en termes de gestion de pneus et il avait un rythme qui était assez impressionnant par rapport aux autres. 6 points de retard sur VCarb, attention, il y a peut-être une P6 pour As sur un malentendu à aller chercher, surtout que dernièrement c'était pas tout à fait ça chez VCarb. Bon alors on a parlé de Magnussen, meilleur des autres sur la piste, mais le meilleur des autres c'était finalement Alex Albon au classement. Alors 2 points de marqué, et puis il avait un nouvel équipier pour ce Grand Prix, Franco Colapinto, qui a fait, je trouve, un sans faute. Il a fini P12 à 15 secondes d'Albon, c'est pas mal du tout. Bon alors bon, le circuit correspond quand même plutôt bien à la Williams, on le sait, on les attendait assez fort à Monza. Albon a fait une très belle qualif parce que les écarts étaient vraiment serrés et donc le Thaïlandais a fait le bouchon en début de course grâce à sa vitesse de pointe et donc il fallait pouvoir le dépasser autrement que sur la piste, donc au jeu des arrêts. Alors Ricciardo a un peu donné le coup d'envoi même s'il avait 5 secondes de pénalité, Alonso a donc suivi et Magnussen a attendu le tour de trop malheureusement pour se retrouver bloqué derrière Pierre Gasly, produire son incident de course, ce qui a permis à Alex Albon de ressortir devant. C'est aussi pour ça que l'attaque sur Gasly, elle était critique. Alors un peu comme pour la tête de la course, Alonso s'arrête et déclenche la vague des 2e arrêts au stand, et vu que l'undercut était hyper puissant, ça oblige l'adversaire à finalement tenter de faire
un seul arrêt. Il fallait garder donc sa gomme, tenter de passer le graining entre guillemets, nettoyer le pneu pour garder du rythme. Les pneus se sont tous beaucoup stabilisés, je trouve, après le graining. Les médiums étaient beaucoup mieux sur la Williams parce que les hards ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de gestion justement sur les pneus de la part d'Alex Albon. Alors là-dedans, on a un Franco Colapinto dont il faut parler quand même parce que lui, le plus de tours d'affilée qu'il a fait au volant d'une Formule 1, c'était 8, d'accord? Et là, fallait faire 51 tours avec du trafic, de la strat, beaucoup de gestion des pneus, parce qu'il fallait aussi apprendre ça, et surtout pas placarder la bagnole dans le mur. Alors mission accomplie, le résultat est vraiment top, avec une super approche du week-end, où il a été calme, il a construit tout, step by step. C'est un bon gars en vrai, alors attention parce que maintenant, on va arriver sur des circuits qu'il ne connaît pas, mais il connaît désormais la voiture, donc c'est déjà pas mal. Je m'attends pas à ce qu'il soit aussi proche d'Albon sur les prochains Grands Prix, en tout cas. Alors il s'est permis aussi de faire un gros frein au T1 à Pierre Gasly pour le dépasser, et Dieu seul sait que, franchement, même quand tu es en caméra embarquée là, quand tu te lances comme ça, pour plonger et tenter de faire un frein, machin, c'est vraiment pas simple parce que y a beaucoup plus d'enjeux qu'en Formule 2 ou en Formule 3 et si ça se passe pas bien, c'est la merde. Bref, Williams reprend donc 2 points à Alpine. Ils auront, si ça arrive à temps, des upgrades normalement pour Bakou qui devraient pas mal les aider, notamment sur la balance de la voiture, comme si c'était un peu la pièce du puzzle qui leur permet de débloquer un petit peu tout le reste d'une certaine manière pour leur permettre d'extraire finalement tout le potentiel de la voiture qu'elle a aujourd'hui, mais qu'ils n'arrivent pas à faire. Sept dixièmes, c'était l'écart qui séparait Verstappen de la pole position de ce Grand Prix. C'est absolument abyssal, d'accord? Et le pire, c'est qu'il prend 5 dixièmes par Hamilton qui était juste devant lui. Il y a donc un réel problème chez Red Bull. Et c'était pas juste les Pays-Bas finalement. Alors pourtant, on a vu une voiture qui était relativement rapide en début de week-end sur la première séance par exemple, relativement dans le coup. On savait que la qualif ça allait être peut-être un petit peu plus difficile parce que les Red Bull paraissaient vraiment plus forts sur la dégradation des pneus en long relais pendant les essais, mais en fait au final, que dalle, rien. Ça manquait de vitesse de pointe dû à un problème moteur chez Verstappen, donc là direct c'était l'enfer. Je crois que ça arrivait assez tôt dans la course en plus. Il fallait se reposer sur la stratégie et de l'agressivité en défense si vous voulez parvenir à faire quelque chose. Le pit stop, je vous fais pas un dessin, ça arrive de se louper, mais bon, 6 secondes, ça met une course potentiellement à la poubelle, surtout avec des écarts si réduits. On a vu la frustration se déverser à grands coups de savate sur le volant comme ça de la part de Verstappen. L'équipe a pas l'air d'être vraiment mobilisée, que ce soit Pays-Bas ou là. Verstappen est venu à la radio en mode, mais parlez-moi, on tente de trouver des solutions, on fait quelque chose, go quoi. Sauf que le problème, c'est que ils étaient plus dans le coup depuis le premier arrêt, et même un peu avant, et en fait, ils pouvaient rien faire de mieux. 4e force du plateau, net, clair, sans bavure, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est très violent. Là, vraiment, Red Bull, Monza, c'est violent de ouf. Alors, faut bien remettre les choses en contexte parce qu'ils ont le plus petit temps de développement disponible. Je vous rappelle cette règle-là sur le temps de soufflerie, la CFD, etc. Les améliorations qui sont sorties fonctionnent pas, donc pour corriger le tir, c'est presque pas possible. Et comme Perez, il a passé son temps à faire de la merde en début de saison, McLaren, Ferrari sont revenus à 8 et 39 points. Et vu comment ça évolue, le championnat constructeur risque de tout bonnement leur échapper, même très vite. Là, il y a presque... Vu la tendance, c'est la merde. Alors, il y a un vrai problème chez Red Bull. La voiture a pas pris la bonne direction. Perez doit se faire dégager depuis bien trop longtemps, mais ça voilà. Parce que, il fait perdre son équipe, tout simplement. Vu qu'ils ont plus rien à perdre, pourquoi pas tenter de mettre, je sais pas moi, un Liam Lawson, Isaac Hadjar dans la voiture pour le reste de la saison. Ça va pas tout résoudre, mais bon, là, il va falloir se pencher sur 2025. Et puis, ils sont plus à ça près, peut-être, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires, mais... la violence du truc. Bonne nouvelle, Lando Norris a passé le premier virage en tête depuis la pole position. Mauvaise nouvelle, il n'a pas fini ce premier tour en tête. Mauvaise nouvelle bis, il s'est pris un XT par son coéquipier et s'est fait doubler par Leclerc dans le même temps, ce qui fait qu'il n'a pas gagné la course mais finit seulement P3. Pas ouf le dimanche là. Bon alors après toute la scène sentimentale de McLaren en Hongrie pour amadouer Norris et redonner la victoire à Piastri sous prétexte qu'il a besoin de l'équipe pour conquérir le titre, qu'il aura besoin de Piastri notamment et qu'il fallait qu'il se souvienne des réunions du dimanche matin. Lando, souviens-toi. Ouais
Ouais. Elle est où l'équipe là pour aider Norris? Pourquoi Piastri il attaque Norris au lieu de rester sagement derrière pour défendre le doublé potentiel sur Leclerc? Où sont les putains de consignes d'équipe pour gagner le titre constructeur et le titre pilote? Où est le swap dans le dernier tour puisqu'il n'y a plus de victoire à aller chercher et qu'il faudrait avantager celui qui est en lice pour le titre? Bon alors encore une fois, hein, qu'on soit bien d'accord, j'en veux mais absolument pas du tout à Piastri, bien au contraire, son départ, sa manœuvre T4, etc. Quand tu penses pilote, parfait. Et j'en veux pas beaucoup plus à Norris non plus, hein. Il a fait ce qu'il fallait, il a évité aussi de mettre deux voitures dehors et a perdu une position dans l'histoire. Alors non, j'en veux beaucoup plus à ces branquignoles qui sont sur le muret des stands. Alors l'attaque de Piastri a quand même une conséquence qui est terrible, c'est qu'elle split en deux les McLaren puisque Leclerc passe et donc rend la McLaren de devant, celle qui joue la victoire, beaucoup plus vulnérable. Du coup, Leclerc imprime un énorme rythme et pousse Piastri. Et au lieu d'avoir un Piastri qui roule un peu plus doucement pour laisser Norris s'envoler et se mettre à l'abri et gérer un peu mieux les gommes pour s'ouvrir à toutes les stratégies possibles et imaginables, là du coup ils ont subi. Au lieu de sécuriser une victoire en jouant deux voitures, ils ont perdu la victoire tout court. Alors du coup, l'undercut de Norris, c'est la bonne manœuvre dans le cas de figure qu'on a eu. Hein. Vous savez, les strats, c'est un peu comme le multiverse dans Marvel, tous des chemins possibles et imaginables, machin, et après, c'est un peu la merde. Bref, mais le problème, c'est que la McLaren a détruit ses pneus, les hards n'ont pas du tout fonctionné sur la voiture, beaucoup de dégradation par rapport aux autres, et vu le rythme de course imprimé par Leclerc, en fait, ils étaient cuits, c'était mort. Un peu comme d'autres, ils devaient faire deux arrêts au stand et vu la puissance de l'undercut, ça a obligé Ferrari à tenter une stratégie à un arrêt et pour beaucoup ça a marché. Alors McLaren revient à 8 points de Red Bull, donc aller chercher le titre constructeur c'est pas juste du fantasme, c'est bien réel maintenant. Attention à Ferrari qui sont pas très loin non plus et qui scorent vraiment pas mal quand ça marche et surtout là en ce moment ça maximise de ouf les week-ends. Vraiment ça met tous les points sur les i là. Les vrais adversaires de McLaren, c'est pas Red Bull. Je pense que c'est Ferrari. Il va falloir faire gaffe. Mais bon, vous comprenez, la papaya roule est plus importante, on fait mumuse, on sait pas prendre de décision, identifier clairement un numéro 1, Norris, un numéro 2, Piastri. Norris a un manque de 10 points désormais au championnat à attribuer à l'indécision de McLaren. On applaudit bien fort. Alors Norris est aussi, je trouve, trop gentil, faut être tout à fait honnête. Piastri fonce et se pose pas de questions et McLaren sait pas quoi faire. Alors attention au moment où Norris va peut-être péter un plomb, on sait pas, et s'accrocher avec Piastri en piste, laissant passer les Ferrari devant, ou tout autre problème mécanique qui pourrait arriver. Chaque point compte, chaque point compte. Alors aujourd'hui, c'est un peu terrible à dire, mais le vrai leader naturel dans cette équipe, j'ai plutôt l'impression que c'est Piastri et pas Norris, quoi. Et ce, depuis la Hongrie. Norris, il aurait jamais dû laisser la victoire et laisser le loup rentrer dans la bergerie parce que le berger, là, il pionce, mais il pionce. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Les évolutions de la Ferrari ont l'air d'avoir fonctionné et il faudra confirmer tout ça sur les prochains Grands Prix. Mais le pilote monégasque, porté par tout un peuple, a triomphé aussi en s'engouffrant dans une très belle opportunité. Donc bravo Charles. Alors on peut dire que la qualif a été serrée. Voilà, pour quelques millièmes, Charles Leclerc ne part que P4, d'accord? Mais Russell loupe son frein au T1. Piastri attaque Norris au T4, ce qui fait perdre du temps au 2 et donc Charles n'a plus qu'à décroiser pour prendre la P2 et à partir de là, c'était game on, comme on dit. Alors grosse pression sur McLaren pour les faire dégrader notamment leurs pneus en premier relais, mais ils ont pas mal résisté sur les médiums, c'était plutôt pas mal pour McLaren. C'est même Ferrari qui a perdu du rythme sur la fin de ce premier relais, Norris tente l'undercut et Ferrari couvre, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie parce que Norris est passé quoi qu'il arrive. Donc autant se décaler, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu trop décalés, comme ça a été le cas pour Carlos Sainz, et finito Sainz, ça n'a pas fonctionné. Alors finalement, Norris qui s'arrête une deuxième fois, puisque les hards sont pas bons, clairement. Alors peut-être qu'il est tombé sur un set de pneus qui était pas bon du tout, comme on voit ça une fois de temps en temps, notamment en qualif. Ça donne du coup du clean air à Charles Leclerc, qui peut reprendre un petit peu de rythme. Norris revient naturellement en termes de rythme, parce qu'il a des pneus neufs. Donc on arrête Piastri avec les pneus qui commencent à être vraiment morts en se disant que Charles va aussi peut-être se stopper. Alors est-ce que Piastri aurait pu aller tenir cette strat à un arrêt avec un peu plus d'expérience? Peut-être, je suis pas sûr. Les pneus hard sur les McLaren étaient vraiment pas bel état, quoi. Sauf que l'écart ouvre la possibilité de tenter un seul arrêt au stand et comme Ferrari et Leclerc sont outsiders,
qui sont absolument rien à perdre, mais surtout tout à gagner, bah voilà, les pneus arrivent à se stabiliser un petit peu, on les gomme, ça reprend un petit peu vie parce que bah, justement on a nettoyé le graining et Sainz joue le tampon parfait sur Piastri et puis sur Norris, histoire de mettre Charles Leclerc bien à l'abri. Voilà, donc McLaren, on prend des notes s'il vous plaît, voilà, merci. Deuxième victoire émotionnelle pour Charles Leclerc cette année, c'est quoi qu'il arrive un énorme boost pour lui mais aussi et surtout pour toute l'équipe. Ferrari a eu un vrai passage à vide depuis Monaco, bien que ça ne soit pas terminé et que le titre soit encore jouable. Je trouve que le plus important a été fait cette année pour eux. En fait, je vois ces victoires un peu comme une sorte de team building, si vous préférez. Ça permet de renforcer de fou la cohésion, de se faire aussi plaisir, de voir que ça avance aussi dans la bonne direction depuis quelques saisons, que ça donne envie de faire plus pour 2025 et surtout pour 2026. Donc même si Ferrari loupe le titre à pas grand-chose, moi je pense que leur saison elle est déjà gagnée comme ça. Après ça n'empêche pas de tout donner évidemment et de pourquoi pas souffler le titre à McLaren et à Red Bull parce que 24 Grands Prix, au final, tout est vraiment ouvert, ce qui est assez incroyable, je trouve. Donc, les tendances qu'on a aujourd'hui, Red Bull qui plonge, McLaren, Ferrari qui monte comme ça peut encore tenir pendant 8 Grands Prix, ça va peut-être se stabiliser, mais peut-être que ça peut changer. Donc, on verra, hein, mais rien n'est joué. Allez, je vous lâche avec un bonus, évidemment, victoire de Sami Meguetounif en course principale en F3. Son coéquipier Fornaroli a pris le titre de champion de FIA F3 dans le dernier virage du dernier tour à Gabriel Emini, son rival au championnat. Course à revoir si jamais, c'était vraiment absolument incroyable, très belle course. Podium de Victor Martins en course sprint en F2, ça a été un week-end beaucoup plus difficile pour Isaac Hadjar qui partait pourtant de la P2 en feature race, donc en course principale. Aucun point marqué malheureusement pour le français, alors que Bortoleto, un de ses rivaux, a fait tout simplement un last to first, là aussi le dimanche. Course à revoir évidemment, parce que c'était assez à fou. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour parler évidemment de Kimi Antonelli et dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix d'Azerbaïdjan. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.